Bonjour Alice. Bonjour Grégory. Alors, pour commencer cet entretien, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui te connaissent peu ou voire pas du tout? Donc, je m'appelle Alice Duval-Barré. Je suis arrivée au Havre il y a 3 ans, mais je suis d'origine parisienne et je suis monteuse et réalisatrice. Alors, pour commencer cet entretien, est-ce que tu peux déjà nous parler de ta passion pour la vidéo et certainement le cinéma? Oui, alors très jeune, enfin très jeune, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en troisième, je voulais faire du montage vidéo déjà. Et on me regardait un peu bizarrement, genre, bah, si tu veux faire du cinéma, il faut être réalisatrice. Je fais non, non, moi, le montage, on peut tout refaire. Donc, je voulais vraiment faire du montage depuis le départ. Est-ce qu'il y a des films que tu as appréciés à cette époque-là, vraiment, qui t'ont motivé à Alors, les prendre ce films chemin? d'Hitchcock, c'est quand même une grosse passion Uhum. sur Hitchcock. Chaplin, bah, c'est vrai que c'est des trucs vieux dont je parle, mais ça a quand même été Ouais, ma bah, c'est des formation refs, de base. c'est un peu les Euh, miennes aussi, en plus. Euh, Est-ce que tu as du coup suivi une formation? alors, j'ai fait la fac, j'ai fait une fac de cinéma à Paris pendant 4 ans, donc jusqu'en maîtrise. Et après, bah, j'ai fait pas mal de stages en fait pendant la fac, justement bah, pour aller dans des studios de montage et pour voir un peu comment ça se faisait en vrai, parce que la fac c'était très théorique, mais ce qui était super parce qu'on apprenait vraiment le sens de l'image et moi je trouve que ça m'a apporté vraiment beaucoup la fac, mais pas le côté technique et c'est pour ça que j'ai fait pas mal de stages. Et en parallèle, avec des copains, on faisait toujours des films, des vidéos, des programmes courts, donc j'ai toujours été dans l'action un peu, mais en dehors de la fac. Voilà. Alors, puis on parle d'une époque où il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas forcément les logiciels de montage qu'on a aujourd'hui. Non. Quand tu travaillais? Alors, j'avais quand même un ordi et j'avais Final Cut, Ah oui, à l'époque. Et avec Final Cut, on arrivait aussi quand même à faire un peu d'habillage, alors pas comme aujourd'hui, hein, mais on faisait quand même un peu d'habillage et enfin, je pense surtout à une série, qu'on avait essayé de faire où il y avait vraiment beaucoup d'images, enfin d'habillage avec des couleurs vives et tout. Je m'en souviens bien encore, je me vois encore bosser dans mon appart, mon petit studio, dans le 15e, à faire ça. Et voilà, donc Final Cut a été mon premier logiciel de montage. d'accord. Et donc après, bon, la formation, les premiers, enfin, tu en as parlé un petit peu là tout de suite, les premiers projets que tu as réalisés, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors du coup, j'ai fait alors, à la fois pour gagner un peu d'argent et puis pour toucher à la caméra, j'ai fait pas mal de mariages, j'ai fait des films pour les mariages, à être diffusés dans les mariages. Et j'étais aussi sur des événements un peu sportifs, on mettait des rollers et puis on suivait avec la caméra. Enfin voilà, c'était marrant quoi, on était jeunes, c'était drôle et, et ça finissait bien en général. Donc des courts-métrages, des clips, des choses comme ça? Alors clip pas trop, mais court-métrage pas mal, programme court et un peu after movie d'événements sportifs et d'événements musicaux aussi, pas mal. Ah, tu t'en parlais là tout à l'heure sur la formation. Bon, c'était beaucoup la théorie. La pratique, moi, c'est ce que j'enseigne à mes élèves, enfin, j'essaie de les pousser là-dedans, c'est de faire ses propres projets. Est-ce que c'est un petit peu aussi, toi, ta Ah bah vision des choses? moi c'est ma formation, c'était mes propres projets. Enfin, on était toujours avec une caméra, un ordinateur et à faire au fur et à mesure. Et oui, il y avait pas d'argent, il y avait pas de budget, mais voilà, on essayait avec ce qu'on pouvait et on y arrivait. On se trompait et On c'est se pas trompait, on grave. recommençait et puis voilà quoi, Mm. c'était, enfin oui, oui, le nombre de projets que j'ai fait, j'ai encore 3 disques durs qui sont, je pense, illisibles aujourd'hui, qui sont stockés. J'ai là: «Bon, alors qu'un jour on va les jeter?» «Non, on va pas les jeter, c'est pas possible quoi». J'avais même des cassettes DV, à l'époque, pardon, je fais vieille là du coup, mais j'ai des cassettes On peut les numériser. numériser encore, hein, c'est faisable. Et du coup, en maîtrise, il y avait pas beaucoup de cours. Le plus important, c'était d'écrire, son mémoire, pour l'année de maîtrise qui était, «Y a-t-il un avant et un après Leni Riefenstahl dans l'histoire du sport filmé?» Oui, le titre est un peu long, mais c'était hyper intéressant. Leni Riefenstahl, c'est une réalisatrice, allemande, bah, pendant, la période, Hitler, enfin avant, après et elle a inventé vraiment beaucoup, beaucoup de façons de Ouais, filmer, le et puis sport. c'est sur une période des Jeux Olympiques à Berlin, c'est ça? Exactement, ouais et c'est «Les dieux du stade», sur son film où elle a révolutionné vraiment, plein de choses, au niveau de la façon de filmer, les sportifs, enfin, plein de cadres très nouveaux et qui ont été très polémiques mais bon, il se trouve que quand même,
certains trucs sont restés aujourd'hui en réalisation, donc c'était quand même c'était fort. Et en parallèle, je faisais un stage à la Fédération française de handball où j'étais au service vidéo et je me retrouvais sur des terrains de hand et j'avais les filles de handball qui me passaient, elles faisaient 3 mètres. Enfin, j'avais l'impression qu'elles faisaient 3 mètres et elles passaient à côté, c'était assez impressionnant. Moi, j'étais là avec ma petite caméra. Voilà, et c'était chouette. Et c'est l'année où les Françaises ont été championnes du monde pour la première fois. Donc, il y avait plein d'ambiance. C'était vraiment très chouette. Ouais, parce que là, on a parlé beaucoup de cinéma, donc tu as la passion pour le cinéma, mais aussi pour le sport. Exactement. Est-ce qui t'a un peu dirigé vers tes premiers projets professionnels? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bah, j'ai commencé à travailler pour Infosport. Donc, à 22 ans, je me suis retrouvée dans cette télé qui était un peu speed parce que c'était de l'info. Donc, ça allait très, 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 très vite. Et puis, nous, les monteurs, on était le dernier maillon avant l'antenne. Donc, personne ne regardait ou vérifiait ce qu'on faisait avant que ça soit à l'antenne. Donc, c'était un peu stressant, mais c'était très formateur. Donc, c'était assez chouette. Et après Infosport, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors après Infosport, il y a eu TPS Sport qui était en fait Infosport, c'était une chaîne de TPS, donc j'ai juste changé de chaîne, mais j'étais dans le même groupe. Et Canal, enfin le groupe Canal a racheté tout le groupe TPS et du coup je me suis retrouvée à Canal+. Alors, sur toute cette période-là, est-ce qu'il y a des reportages, des projets qui t'ont marqué particulièrement? Oui, alors Canal, il y a un gros projet qui, au tout début, quand je suis arrivée, enfin au tout début, ouais, quand je suis arrivée en 2008, alors ça va encore parler du sport, mais c'était les Jeux Olympiques à Pékin. Et là, je me suis retrouvée à devoir faire le sujet de la cérémonie d'ouverture qui était diffusée 1 minute après la fin de la cérémonie d'ouverture. Et donc, il y a eu ce genre d'événement quand même. C'est stressant, mais c'est hyper chouette en fait. Ça montre, c'est vraiment chouette. Et c'est là que les gens à Canal se sont rendus compte que j'étais quand même pas trop mauvaise. Et donc, j'ai commencé à faire pas mal de documentaires, à monter pas mal de documentaires. Alors, Canal, c'était beaucoup de documentaires sportifs, enquête de foot, intérieur sport. Et j'en ai monté un gros paquet. Après, je montais aussi les Guignols, les émissions de cinéma, enfin toutes les émissions qui étaient produites à Canal. Et entre le sport et les Guignols, Guignol, c'était des conditions de cinéma avec script, réalisateur, des fous rires. marionnettiste. C'était drôle. De temps en temps, c'était galère aussi quand même, mais, mais c'était drôle. Et puis, c'était des équipes. Enfin, c'était vraiment chouette. On avait plein d'équipes vraiment chouettes. C'était sympa. Et après, les documentaires de sport, c'était des équipes bien plus réduites, mais à chaque fois, on n'avait pas forcément beaucoup de temps, fallait réinventer un peu. Là, il y avait une grosse discussion avec le journaliste parce que les Guignols, c'était écrit. La différence d'un documentaire, c'est que oui, c'est peut-être un peu écrit, mais il y a plein de choses qui se découvrent pendant le tournage. Et donc, du coup, en montage, quand on monte un documentaire, on découvre plein de choses. Et là, on discute avec le journaliste, réalisateur, et on construit l'histoire ensemble. Et ça, c'est magique. Et sur les Guignols, est-ce que, comme pour Infosport, on était sur le fil tendu? Parce que il y avait quand même beaucoup ça rebondissait sur l'actu quand même, non? Oui, mais alors en fait, c'était pas du tout tendu, les Guignols. Ouais. On montait 4 ou 5 sketchs sur un week-end. Donc, c'était quand même écrit en Et c'était avance diffusé au et fil c'était de la divisé au semaine. fur et à mesure de la semaine. D'accord. Donc, nous, on était, on bossait, hein, mais c'était pas, on n'était pas directement à l'antenne après. Alors, du coup, ouais, on parle de la fin des Guignols. Est-ce que c'est ça qui a provoqué aussi ton départ euh, en Afrique, en Europe? Et quelles sont les raisons, en fait, Alors moi, ça faisait 15 ans que je faisais du montage en 10 à Canal et avec mon mari et mes enfants, parce qu'entre-temps, j'ai eu 3 enfants et un mari d'abord et 3 enfants. Et on avait envie de découvrir autre chose que la vie parisienne. Voilà. Et du coup, mon mari a essayé de trouver un travail à l'étranger avec sa société. Et on est parti au Cameroun. Et donc, j'ai quitté Canal pour partir au Cameroun. Et là, je suis partie avec ma caméra en me disant, on va faire quelque chose, on verra ce que c'est, mais je vais sortir de ma salle de montage. Et j'ai commencé à faire Ah, des c'est à ce moment-là que tu as commencé, toi, à prendre un peu la caméra et faire tes propres projets, en fait. Exactement, c'est là que mes propres projets ont commencé. J'avais envie de découvrir
Les Camerounais, parce que c'est vrai que dans ce genre de pays, il y a un peu les expatriés d'un côté et les Camerounais de l'autre. Et du coup, j'allais à la rencontre de Camerounais. Donc, ça a commencé par une couturière, une galeriste. Et puis après, au fur et à mesure, on a commencé à nous demander. Je dis nous parce que j'étais à ce moment-là avec une journaliste qui arrive en même temps que moi au Cameroun, qui avait accompagné son compagnon de l'époque. Et du coup, elle s'est mise avec moi pour faire ses portraits. Et certaines sociétés sont venues nous voir pour demander des films institutionnels. Donc, on a pas mal bossé et c'était un peu l'aventure. C'était assez chouette, quoi. Alors, sur tous les projets que tu nous as évoqués, que ce soit sur le Canal et les projets justement en Espagne et en Afrique, est-ce que c'est des choses qu'on peut consulter aujourd'hui, qui sont encore qui Alors sont oui, moi disponibles en VOD par exemple, en alors, VOD en replay? j'ai une chaîne YouTube sur laquelle on trouve les vidéos, enfin pas mal de vidéos que j'ai faites. Parce qu'en Espagne, j'ai fait aussi une série de histoires d'expat sur justement l'expatriation, comment on vit ça dans différents pays. Et du coup, voilà, sur ma chaîne YouTube. D'accord. Et sur le projet Canal, il y a peut-être encore des choses, justement, je disais en VOD peut-être? Ou ça Sur commence les à chaînes dater? Canal, je pense que ça commence à dater. Après, sur mon site internet, j'ai des extraits et peut-être des liens vers des liens YouTube qui doivent exister en partie, ou Et sur des extraits. et sur ta période guignol, c'était de quelle année à quelle année? 2007-2017. D'accord, ouais, ouais, quand même, il y a 10 ans de. Donc là, t'es un peu derrière tous les sketchs qu'on peut encore voir sur les réseaux sociaux, etc. Ouais, ça avait commencé avant quand même, les Oui, Guignols. bien sûr, oui. Ils m'ont Ouais, pas dans les années attendu. 80, oui, fin des années 80. Alors, si tu es ici au Havre, bon, c'est aussi pour des raisons professionnelles, j'imagine, pour ton mari. Mais du coup, tu as rebondi à nouveau sur un autre projet. Tu peux nous en parler? Oui, alors quand je suis arrivée au Havre, c'était un peu comme une nouvelle expatriation pour moi, parce que je connaissais personne, on n'était pas du tout du Havre, on n'a aucune famille ici. Et je passais régulièrement devant un théâtre, enfin une façade, parce qu'à l'époque je ne savais pas ce que c'était, une façade illuminée dans un quartier qui me paraissait un peu mort. Et du coup, ça m'intriguait, et donc je suis allée frapper, enfin frapper, il n'y avait pas vraiment de porte, mais je suis rentrée. J'ai rencontré le propriétaire, Jesse, donc le propriétaire du Normandie, et qui était donc une salle de spectacle qui était déjà en rénovation. Et donc ils avaient déjà refait la façade. Et en fait, c'est un théâtre qui a été construit en 1934 et qui a fermé en 91, et qui était en travaux. Là, ça faisait déjà 2 ans qu'il était en travaux quand je suis arrivée. Et donc, quand j'ai rencontré Jessie, je lui ai dit, bah voilà, moi j'ai beaucoup monté de documentaires, pas forcément réalisés, mais ton histoire a l'air sympa. Est-ce que je peux te suivre jusqu'à la fin? Il m'a dit, bah oui, pas de problème. Donc, ça a duré 3 ans. Ça a Qu'est-ce qui duré 3 ans. qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans cette aventure humaine? C'est justement le côté aventure humaine où j'ai vu passer plein de gens, de bénévoles, de gens qui, dès qu'ils passaient la porte du Normandie, en fait, avaient envie d'y rester, avaient envie d'accompagner le projet, avaient envie d'accompagner le Normandie et Jessie. Et en fait, le nombre de gens qui sont autour de ce projet, c'est vraiment assez impressionnant, quoi. Voilà. C'est ça qui m'a le plus impressionné. Et après, il y a eu, moi, je suis arrivée assez rapidement après mon arrivée, il y a eu l'inauguration du hall, donc j'avais l'impression que les travaux allaient vite, parce que j'étais pas là au tout début. Et en fait, ça a été un petit peu long quand même entre l'inauguration du hall et Ouais, l'inauguration de la salle. ouais, Voilà. surtout, il y a eu beaucoup de périodes aussi administratives, qui fait que ça a gelé un peu les travaux. Exactement, Et ouais. évidemment, en vidéo, c'est moins impressionnant. En vidéo, c'est moins impressionnant. Après, là, les 3 derniers jours avant l'ouverture, à partir du jeudi soir, donc ça doit être le 26 novembre, même pas, ouais, 27 novembre. Là, ça a été incroyable, le nombre de gens qui étaient dans la salle en train de peindre, en train de passer l'aspirateur. Enfin, Une vraie fourmilière, hein. une vraie fourmilière. Enfin, c'était vraiment impressionnant, et je pense que c'est ce qui restera de cette rénovation, c'est l'engouement de tous les Havrais et des pas Havrais, du coup. Euh,
parce que même moi, je me suis prise au jeu. Et voilà. Ouais, bah, en plus, il y a la France entière a pu découvrir ce projet, parce qu'il y a même eu un reportage sur M6, etc. Donc, Oui, puis il y avait TF1 aussi qui était là, TF1, donc je ouais. ne sais pas s'ils ont diffusé leur programme, mais Ah, bon, ça, je suis pas au courant, mais écoute, c'est tant mieux que ce lieu, en fait, qui va accueillir des stars ou des artistes nationaux, voire même internationaux, euh, il a besoin de faire venir des gens d'un petit peu partout, quoi. ouais. Donc, Ouais, non, mais il c'est un faut beau remplir la projet, salle maintenant. c'est un beau théâtre maintenant, une belle salle de spectacle. Alors, toi, tu vas présenter ton film le 18 décembre. Il va durer combien de temps? Alors, Enfin, il dure combien de temps? c'est un 52 minutes qui sera diffusé donc le 18 décembre au Normandie à 20h. Voilà, avec des témoignages de la famille Spaïja, d'un historien. Puis on va pas tout vous dévoiler, il faut venir le voir pour voir les autres témoignages et avec des archives parce que donc moi j'étais comme je vous l'ai dit pas là au départ et heureusement il y avait Gattaca Studio qui m'a fourni plein d'archives pour les 2 années où j'étais pas là et où eux ont beaucoup bossé avec les réseaux pour la campagne de crowdfunding, enfin sur un nombre de choses incroyables. Et heureusement que j'avais leurs images parce que les 2 années qui sont passées avant que j'arrive, il s'est passé plein de choses. Et tu as réussi à récupérer même des archives des années 80, 90, voire même avant? Et j'ai des archives d'artistes qui sont passés au Normandie que j'ai récupérées via l'INA. Voilà. Hein, Donc, tout ça, c'est un gros travail aussi de recherche. Oui, oui, je pensais pas. Le plus gros travail aura été quand même les archives avec l'INA. Je pensais pas que ça serait si compliqué. C'était vraiment assez compliqué. Et ça m'a pris un temps incroyable. Ce qui est impressionnant aussi, c'est qu'on a l'impression que c'est des images oubliées, mais on peut quand même les retrouver ou quand Oui, même oui, bah en fait, avec du travail. ouais, il faut chercher, Ouais, mais ça se trouve. ouais. On trouve de tout. Alors, tu me parles de la durée du film, 52 minutes. Pourquoi 52 minutes? Il y a une raison. L'idée, c'était que ce film soit diffusé sur une chaîne de télévision, ce qui n'est pour l'instant pas le cas. Et donc, les programmes, c'est souvent 26 minutes ou 52 minutes. Hmm, C'est plus comme ça en général. Donc, je suis restée sur un 52 minutes. d'accord. Donc, s'il y a des chaînes de télévision qui pourraient être intéressées, Venez me voir, ouais, pas de problème. on mettra tes Je suis contacts. ouverte. Voilà. Donc, c'est un projet qui est encore, voilà, qui est encore libre d'être diffusé sur C'est un pro... n'importe quelle chaîne. Exactement. Pour l'instant, personne ne l'a acheté pour le diffuser. Et au cinéma, il est prévu de le projeter ou Je ne sais pas encore. si c'est pas encore? Il y a des négociations. Peut-être. Le mystère plane. Alors pour le Normandie, ce projet de documentaire on espère faire beaucoup de bruit. Donc ça, j'imagine, de contribuer à tout ce qui a pu être diffusé jusqu'à maintenant. Et toi, t'attends quoi de, de ce film? Moi, j'aimerais vraiment qu'il soit diffusé sur une chaîne, ça c'est certain. Après, je suis assez, comment dire, fière d'avoir réussi de le faire jusqu'au bout, parce que 3 ans, c'est long. 3 ans, un projet perso, donc sans moyens financiers, surmontant entre mes différents travails, enfin rémunération. Donc, voilà, je suis contente d'être allée jusqu'au bout, d'avoir réussi. J'ai eu de la chance, j'ai été beaucoup aidée bénévolement par des amis qui sont venus filmer avec moi, j'ai fait une cagnotte pour pouvoir payer les archives et un ingé son. Enfin voilà, j'ai quand même eu beaucoup de monde autour de moi qui a Qui ont participé. participé, Et voilà, donc, mais je suis fière d'être arrivée jusqu'au bout et de pas avoir abandonné, parce qu'à plusieurs reprises, quand même, j'ai fait non, mais là c'est trop. et Notamment au la moment des fatigue. archives, c'était vraiment les archives, c'était le coup de, coup de grâce, c'était trop. Ouais, bah, je Et connais. voilà, donc, ouais, une grosse fierté d'avoir réalisé ce documentaire et d'être arrivé jusqu'au bout. Et j'espère que le maximum de gens le verront et qui plaira. Alors, justement, tu dis maximum de gens qui le verront. Donc là, tu as parlé de la cagnotte. Il y a les gens qui ont contribué à la cagnotte qui pourront venir voir le film le 18. Pour ceux qui n'ont pas contribué, ils peuvent venir voir le film. Alors évidemment, ils peuvent venir voir le film. C'est juste que l'entrée est payante à 5 euros. Sur un site On Participe, il y a une billetterie
où on peut prendre ses places pour venir voir le film. En plus, ils pourront visiter le Normandie pour 5 euros. C'est pas mal. C'est pas mal. En tout cas, c'est le projet le plus abordable dans les 10 prochaines semaines. Voilà, je pense que c'est abordable. Tu travailles aussi un petit peu à côté en tant qu'intermittente du spectacle? Oui, je suis intermittente du spectacle. Je travaille pour France Télévisions, France 3 et d'autres peut-être. Et puis je suis auto-entrepreneur, donc je fais aussi un peu de film institutionnel. Et Et le sport, c'est fini le sport? le sport, non, là, c'était en pause. J'ai fait un projet culturel, mais moi, le sport, ça a toujours été comme une grosse passion. Et donc, je serais très contente de refaire des vidéos sur des événements sportifs, sur des gens, sur des personnalités. Voilà, j'ai plein de projets dans la tête. Oui, il y a plein de sportifs normands qui mériteraient un documentaire, quoi. Ah bah oui, carrément. Je pense Tony Parker, des petits noms comme ça, Des quoi. petits noms. Ok, Alice, bon, merci pour toutes ces précisions. Je te Merci à souhaite toi de m'avoir reçu. Bah oui, Et puis merci on est pour sur le les même images bateau, de hein. Gattaca. Ouais. Encore une fois, vous m'avez bien aidé. En tout cas, on est sur le même bateau. Cette fois-ci, ce bateau-là, il faut qu'il vive 90 ans sans se fermer ses portes. Donc là, on a l'occasion de voir la première partie de la vie du Normandie le 18 décembre. Et puis la suite, c'est aux gens de contribuer pour que ça dure longtemps. Bah ouais, c'est aux gens de prendre des billets pour les autres spectacles, mais prenez d'abord des billets pour revoir le Normandie. Très bien. Le 18 décembre, 5 euros. C'est en ligne ou c'est au guichet? C'est en ligne. C'est en ligne. Ok, merci Alice. Et Merci Grégory. rendez-vous le 18 décembre Ouais, au rendez-vous le Normandie. 18 décembre. Merci. Merci.